Bonsoir et merci de votre présence. Il est né un 26 juin, on le fête un 6 décembre. Il est le patron des prisonniers, des victimes d'erreurs judiciaires, des enfants, des jeunes filles, des marins, des voyageurs, des avocats, des notaires, des tonneliers, des bouchers et épiciers, des journalistes, des parfumeurs et bien d'autres. Il est vénéré de l'Orient à l'Occident et bien au-delà, et plus particulièrement à Saint-Nicolas-de-Port et à Bari. Vous l'avez deviné, j'évoque notre bon Saint-Nicolas. Saint-Nicolas ne laisse pas indifférent. 32 communes en France portent son nom. 6000 églises portent également le nom du saint patron des Lorrains dans le monde, dont 665 paroisses en France. C'est dans le cadre des festivités de la Saint-Nicolas que la ville de Saint-Nicolas vous propose cette conférence. Un grand merci à Monsieur le maire Luc Bassinger, à Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal pour leur confiance. Merci à toi Céline, ainsi que Monsieur le recteur de la basilique Alexandre Thomasin. Merci également à Madame Marie Glock, conservatrice aux monuments historiques, et Monsieur Olivier Steb, conservateur et restaurateur de la statue, pour leur participation. Cette conférence, qui prendra environ une petite heure, est organisée en 3 parties. Une intervention de Madame Marie Glock, puis celle de Monsieur Olivier Steb, suivie d'un échange entre les intervenants et vous. Donc tout de suite, nous commençons la conférence et je cède maintenant la parole à Madame Glock. Merci, vous m'entendez? Oui. Alors, j'enlève mon gant pour mettre en route le PowerPoint. Bonjour à tous, déjà, merci d'être là. Je m'excuse pour le léger retard avec lequel je suis arrivée, mais lié aux conditions difficiles de circulation, malgré ma prévoyance. Et donc, je vais évoquer avec vous la question de cette statue de Saint-Nicolas, qui est une statue en bois polychrome du XVIIIe siècle, datable du XVIIIe siècle. Et nous allons voir ensemble comment, face à cet objet, le regard des portois, mais aussi des personnes qui venaient la regarder ou qui viennent la regarder, a pu changer à travers les siècles. Puisque la signification d'une représentation sculptée d'un saint, eh bien pour les tout premiers chrétiens, c'est avant tout une figure de dévotion. Et on verra donc comment est-ce qu'on passe pour une statue représentant Saint Nicolas d'une fonction d'usage, qui est la fonction de dévotion, à partir du XIXe siècle, à une fonction qui est davantage une fonction d'émerveillement ou une fonction une valeur plus patrimoniale. Alors, je ne ferai pas l'affront de vous rappeler l'histoire de Saint-Nicolas, puisque ici, vous la connaissez parfaitement bien. Donc, je rappelle juste qu'il est né au milieu du IIIe siècle, mort au milieu du IVe siècle, qu'il est évêque de Myre. Et il fait partie de ces figures de l'histoire du catholicisme, de la religion chrétienne, qui sont devenus saints très très tôt. Je pense notamment aux premiers martyrs, que les fidèles ont très vite considérés comme saints et auxquels ils ont révéré une dévotion. Et Saint Nicolas fait partie de ces saints extrêmement anciens, alors non pas parce qu'il a été martyr, mais parce qu'il a eu une vie exemplaire et que donc l'on pouvait s'y référer. Alors vous savez que cette vénération des saints à travers l'histoire de la chrétienté catholique n'a pas été sans heurts, puisque ces représentations et ces vénérations ont donné lieu à une espèce de contre-attaque au début du XVIe siècle de la part des protestants qui, eux, ne considéraient que il ne pouvait pas y avoir d'intercesseur entre Dieu, enfin entre les fidèles et la divinité, et que les saints n'étaient pas du tout indispensables à cette intercession, et qu'au contraire, seul Dieu pouvait intervenir en faveur des hommes. Donc,
pour résoudre ce problème qui est à la fois religieux mais aussi politique au cours du XVIe siècle, on tint le Concile de Trente entre 1561 et 1563, si je ne dis pas de bêtises, du côté catholique. Et les catholiques, à la fin du Concile de Trente, ont réaffirmé ce culte des saints qui explique que nos églises soient pleines de statues. Je vous en montre ici quelques-unes. Parmi les plus anciennes que l'on conserve en Lorraine, vous avez cette statue de Saint-Élophe en pierre du XVe siècle, dans les Vosges, à Soulos sous Saint-Élophe. Vous voyez ce saint qui porte sa tête. Tout près d'ici, vous avez cette statue de Saint-Urbain, qui était un pape, et qui est aussi une statue en pierre polychrome du XVe siècle. Et puis, à Anderny, en Meurthe-et-Moselle, une statue de Saint-Étienne en bois, qui date elle aussi du XVe siècle. Avant le XVe siècle, on a peu de représentations de saints à ma connaissance. On a surtout des représentations du Christ, de la Vierge, des Vierges de Pitié, etc. Il a dû en avoir, mais voilà, avant ces périodes-là, on conserve relativement peu de choses. Alors, à partir de la réaffirmation du culte des saints par les autorités catholiques, eh bien, les statues et les reliquaires se multiplient, et se multiplient a fortiori, puisque vous savez qu'à partir du XVIe siècle à Rome, on redécouvre les catacombes, et là, il y a une multitude de reliques qui vont faire l'objet d'une espèce de, pas de commerce, mais en tout cas de dons ou de cadeaux qui seront donnés en cadeau à différentes paroisses, à différentes personnes, et qui vont comme ça essaimer dans l'ensemble de l'Europe. Et je vous en montre ici un exemple, parce qu'il est à la cathédrale de Nancy. C'est ce chef reliquaire de Sainte-Concorde. Donc je pense que vous voyez au centre de ce coffret en bois noirci et doré la tête, enfin le squelette, le squelette de Sainte-Concorde. Et c'est une relique qui a été donnée vers 1670 à la marquise de Gerbet-Villers par la grande-duchesse de Toscane, et qui nous est arrivée à la cathédrale après la Révolution. Alors, c'est justement au moment de la Révolution que les choses vont changer. Puisque vous savez que les révolutionnaires ont aboli les privilèges, et que donc les biens du clergé ont été confisqués, les biens des émigrés de l'aristocratie ont été confisqués aussi, et que cette grande vague révolutionnaire à partir de 1789 et surtout à partir de 1792 a donné lieu à ce que l'on a appelé à ce moment-là des épisodes de vandalisme, et c'est l'abbé Grégoire, qui est originaire de Lorraine, qui forge ce terme, puisque les révolutionnaires ont saccagé, outre les symboles de la royauté et de l'aristocratie, mais aussi dans les églises, tout ce qui pouvait ressembler à l'honneur de Dieu. Et donc, face à ces manifestations de vandalisme, va se manifester parallèlement, grâce à l'abbé Grégoire et grâce à Vicq d'Azir, un intérêt pour ces biens de l'histoire que l'histoire nous a légués, et que, disent les révolutionnaires à ce moment-là, vous êtes les dépositaires des biens que la grande nation vous a laissés. Et donc, on doit les transmettre pour l'enseignement et pour leur édification eh bien, à nos successeurs. Et c'est ainsi, à partir du moment révolutionnaire, que va naître progressivement cette conscience patrimoniale que nous avons, puisque nous faisons attention à nos églises non seulement en tant que ce qu'elles sont, un lieu d'usage, un lieu fonctionnel, mais également parce qu'elles représentent l'histoire que nous avons derrière nous et que nous transmettrons à nos enfants. Alors ça peut être une église, ça peut être aussi un hôtel de ville, ça peut être un théâtre. Ce sont des statues, des reliquaires, des tableaux. La basilique de Saint-Nicolas regorge de ces biens mobiliers qui nous ont été transmis et que nous avons le devoir, en tout cas dont nous faisons le devoir, de transmettre à la postérité. Et c'est donc ce qui se passe pour cette statue de Saint-Nicolas, puisqu'elle est datable par son style du XVIIIe siècle, et elle nous a été transmise, et nous faisons, par notre action, et grâce à l'action des communes, et en particulier de Saint-Nicolas-de-Port, eh bien, nous la transmettons aux générations futures. Alors cette statue, pour donner un peu d'exemples, d'autres exemples
dans la même veine, fait partie des statues de Saint-Nicolas qui sont des très grandes statues. Celle-ci est un peu plus haute que la figure humaine. On en connaît d'autres qui sont également très grandes. Celle-ci, à l'abbatiale de Saint-Nabor à Saint-Avold, qui est également du XVIIIe siècle. Ici, à Gier-sur-Aube, dans l'église paroissiale, qui fait 2 mètres. Donc elle est vraiment très très grande. Ici, à Lezay, en Moselle, également du XVIIIe siècle, une statue légèrement plus petite, mais néanmoins qui fait partie des grandes statues. Et puis ici, à Vic-sur-Seille, dans l'église paroissiale, également du XVIIIe siècle, cette statue qui, elle, également, fait plus de 2 mètres. Alors, ce goût pour le patrimoine va s'incarner en France à travers une forme administrative qui est la création de la Commission des monuments historiques, puisque cette statue est protégée au titre des monuments historiques. Donc, création de la Commission des monuments historiques à partir de 1837. Et donc, cette commission aura pour mission de gérer la restauration des monuments. Et quand je dis monuments, je le prends au sens large, c'est-à-dire aussi bien des immeubles que des objets. Et à partir de 1840, les travaux de cette commission des monuments historiques, à laquelle appartiennent des gens comme Mérimée, que vous connaissez bien, comme Louis Vitet ou comme Viollet-le-Duc, et bien à partir de 1840, cette commission met en place des listes par département pour classer par ordre d'urgence sanitaire et d'importance patrimoniale, d'importance pour l'histoire et pour l'art, un certain nombre de monuments. Et c'est de là que vient le terme « classé » au titre des monuments historiques. C'est vraiment de cette action de classer sur une liste des monuments pour leur importance et pour l'urgence à intervenir sur eux. Donc parmi cette première liste, il y a, je vous en ai mis un certain nombre, la basilique d'Aviotte en haut à gauche, le donjon de Vaudémont, le palais ducal à Nancy bien sûr. En bas à gauche, c'est l'église de Rambert-Couropaux, qui est une très belle église Renaissance près de Bar-le-Duc. Et puis, vous voyez les 2 abbayes vosgiennes de la vallée du Rabaudot, d'Étival, ou ce qu'il en reste, et celle de Moyen-Moutier. Et bien sûr, sur cette première liste des monuments historiques, eh bien, il y avait Saint-Nicolas-de-Port. Et si vous avez eu l'occasion de participer aux 2 journées de colloque de la semaine dernière, Georges Poul a bien montré comment il y avait une espèce de paradoxe à ce que Saint-Nicolas-de-Port, qui est une basilique gothique flamboyante, figure sur la première liste des monuments historiques à un moment où l'on considère que le patrimoine important, et j'emploie le mot patrimoine alors qu'il est anachronique, c'est le gothique du XIIIe siècle. C'est le gothique de Saint-Denis, c'est le gothique de Paris, c'est le gothique de Reims. C'est ce gothique très pur, dit classique par l'histoire de l'art d'alors, qui trouve que le gothique du XIVe et du XVe siècle, ma foi, c'est un peu décadent. Et Mérimée, quand il s'agit d'intégrer l'église de Saint-Nicolas-de-Port sur la liste des monuments à sauvegarder, eh bien, il est un peu narquois et il dit oui, enfin cette église qui n'est pas d'un style très pur, voilà, en plus la nef n'est pas droite, donc pour lui ça n'avait que peu d'importance. Mais heureusement, Grille de Beuzelin, qui était à ce moment-là à la commission, a défendu Saint-Nicolas-de-Port et l'église de Saint-Nicolas-de-Port se trouve donc parmi les tout premiers édifices français protégés au titre des monuments historiques, avec une partie de son mobilier, puisque les boiseries du chœur que vous avez là et les peintures murales sont également protégées avec l'édifice, puisque des objets mobiliers peuvent être protégés également sur ces listes, donc sur ces listes établies par la Commission des monuments historiques. Et ces listes seront établies jusqu'à la fameuse loi de 1913, qui elle est la grande loi sur les monuments historiques, qui cette fois-ci institue une réglementation administrative pour la conservation de ces monuments et pour leur mode de conservation et sur notre mode d'intervention qui est toujours en vigueur. Je reviens maintenant je continue sur ce qu'on va appeler chez nous l'élargissement du champ patrimonial, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on passe à un intérêt pour le patrimoine d'abord du Moyen-Âge, qui était totalement méprisé, qui était en grande partie méprisé
au début du 19e siècle. Donc c'est d'abord ce patrimoine-là qui devient patrimoine. Et puis progressivement, eh bien, on va prendre en compte, le regard va s'élargir et on va prendre en compte eh bien, l'architecture gothique de la fin du Moyen-Âge, puis l'architecture de la Renaissance, puis l'architecture du XVIIIe siècle. La place Stanislas n'est classée qu'à partir de 1923, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Le château de Fléville, qui est un château Renaissance, n'est classé que dans les années 1980. Donc vous voyez, c'est très tardif. Et pour les objets, eh bien, on va avoir un peu ce même phénomène de protection progressive en fonction de l'élargissement de l'intérêt, des avancées de l'histoire de l'art, des avancées de l'ethnologie aussi, puisque actuellement on ne protège plus uniquement des œuvres d'art insignes, mais on protège également des objets de l'industrie, de l'art plus populaire, dont cette statue pourrait être un exemple. Et donc cela aboutit à des immeubles et des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques qui sont à présent très nombreux. Alors pour finir, on va faire une petite liste chronologique des objets qui sont protégés à Saint-Nicolas-de-Port depuis donc 1840. Il faut attendre donc après 1840, si je retrouve ma chronologie, c'est mieux, 1898 pour que soit protégée cette fameuse nef dite du cardinal de Lorraine, qui fait partie du trésor, qui est l'un des plus beaux objets du trésor, mais dont vous savez qu'elle ne faisait pas partie du trésor initial, qu'elle a été rachetée au cours du XIXe siècle et offerte au trésor de la cathédrale reconstituée à partir des années 1890. En 1908, au moment de la séparation, de la loi des séparations des églises, enfin peu après la séparation des églises et de l'État en 1905, eh bien, on protège beaucoup de mobilier pour que l'État continue à avoir un œil dessus. L'État avait très peur qu'à cause de la séparation des églises et de l'État, eh bien, le mobilier disparaisse un petit peu de son regard. Et donc à Saint-Nicolas-de-Port, on protège la très belle statue de Saint-Nicolas qui est au portail, qui est une statue qui date du XVe siècle, d'un très très beau travail, et également la Pietà. Après, il faut attendre 50 ans, et en 1958, on protège les 3 petites nefs qui avaient été offertes par des collèges de Nancy au trésor de la cathédrale. Je vous en montre ici une illustration. En 1975 et 1978, on protège successivement cet ornement dont cette chasuble fait partie, qui est un ornement du XVIIIe siècle. Quand je dis ornement, donc ça veut dire, ça comprend la chasuble que je vous présente ici, mais aussi l'étole, le manipule, le voile de calice, un certain nombre d'objets qui font la totalité de cet ornement. Donc vous voyez, on est sur du patrimoine textile, hein, donc on a toujours cet élargissement. Et on protège aussi ce tableau de Dominique Pro qui représente la descente de croix avec cette Vierge, très belle Vierge. Et Dominique Pro est un peintre lorrain dont on connaît plusieurs œuvres, mais qu'en 1878, on commence seulement à reconnaître. Et vous savez qu'une autre œuvre de Dominique Pro est conservée notamment au musée de Vic-sur-Seille. En 1980, eh bien, on protège cette très belle croix reliquaire qui est dans le trésor, et qui est probablement une des plus belles pièces du trésor. Et en 1984, eh bien, voilà, on protège, on inscrit au titre des monuments historiques notre Saint-Nicolas, et que la commune a décidé de restaurer il y a 2 ans, je crois maintenant, avec un certain nombre d'autres sculptures que vous pourrez peut-être voir, comme la Vierge de l'Assomption et puis la Sainte Famille. Voilà, je crois que pour moi, je m'en arrête là. Ah non, voilà, en 1998 seulement, on protège au titre des monuments historiques le fameux bras reliquaire de Saint-Nicolas, dont vous savez qu'il remplace l'ancien bras reliquaire qui avait été fondu au moment de la Révolution, hein, donc qui contenait la fameuse phalange de Saint-Nicolas donnée à Saint-Nicolas-de-Port à la fin du XIe siècle. Et ce bras reliquaire, qui est un bras reconstitué au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, d'après le dessin de Maury Delvange, hein, Maury Delvange qui était cet aristocrate qui a vécu au moment de la Révolution, et grâce auquel, et grâce à la sensibilité duquel, on peut dire, on a conservé un dessin du bras initial, et bien Orfèvre nancéen a décidé de refaire ce bras quasiment à l'identique, plus ou moins,
en y replaçant notamment des émaux. Et il n'est protégé au titre des monuments historiques qu'en 1898. Et ça vous montre bien tout le temps qu'il a fallu attendre pour que l'on s'intéresse à cette pièce d'orfèvrerie du XIXe siècle. Le XIXe siècle est traditionnellement un siècle que l'histoire de l'art que les historiens de l'art n'aiment pas beaucoup, parce qu'il est qualifié de siècle de pastiche, où il n'y a pas véritablement d'art originel. On fait du néo-gothique, on fait du néo-rocaille, on fait beaucoup de néo, et on a mis beaucoup de temps à considérer que ces créations ces réalisations du XIXe siècle sont de véritables créations et de véritables réflexions sur ce que peut être une œuvre d'art, ce que peut être un bras reliquaire, et pourquoi il fallait recréer ce fameux bras. Voilà. Donc je laisse peut-être maintenant Olivier Steb vous parler plus précisément de la restauration et de la matérialité de cet objet. Hop. Merci Madame Glock. J'en profite juste pour préciser quelque chose. Donc la restauration en effet de la statue de Saint-Nicolas fait partie d'un ensemble qui a été restauré en mars-avril 2020. Donc il y a eu donc la statue, la Vierge de l'Assomption, la Sainte Famille, que vous pouvez voir dans les chapelles là-bas, un ensemble qui a été financé par la DRAC, par le diocèse et la ville, pour un coût total de 7 360 €. Je passe la parole à Monsieur Steb. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors moi je vais vous parler vraiment de restauration, donc ça va être les petits secrets qu'on va trouver durant la restauration de Saint-Nicolas. Mais avant ça, je vais quand même faire un petit topo sur qu'est-ce que la restauration, et la conservation-restauration. Donc je vais faire ça court. On pose déjà la question de qu'est-ce que la restauration. Donc si on va loin dans le temps, on retrouve cette cette définition de restauration qui est de remettre en bon état, de guérir. Et du coup, on tombe sur le restaurateur. Alors, on me pose souvent la question, vous êtes restaurateur, oui, qu'est-ce que vous faites à manger? Donc moi, je cuisine, mais pas pour mon travail. Mais ceci est un restaurateur parce qu'en fait, il rétablit la vigueur par la nourriture. Donc c'est vraiment restaurer les corps. D'ailleurs, le premier restaurant qui a été fondé à Paris, c'était un bouillon-restaurant et c'était pour restaurer donc les corps. Moi, je fais à peu près la même chose, mais pour les œuvres d'art. Donc la définition est un petit peu plus longue. Par exemple, celle-ci du Larousse, qui est pas forcément la meilleure, mais elle retrace un petit peu tout ce qui est important dans le métier. Donc c'est-à-dire qu'il faut interrompre des processus de dégradation des œuvres. Donc ça, c'est la partie conservation. Donc ça va être tous les phénomènes d'altération qu'on va trouver par exemple sur celui-ci, donc je vais développer après. Et donc consolider, traiter les objets, et de manière à pouvoir aussi les transmettre. Et donc là, il y a une petite définition un peu floue, éventuellement à le rétablir plus ou moins dans son aspect originel. Donc ça voudrait dire quoi? Donc qu'est-ce qu'on fait? On repart dans le temps donc ça, c'est une partie de restauration, mais voilà. Elle est un petit peu sujette à polémique, d'où la question des restaurations qui peuvent causer polémique. On a l'exemple à Sainte-Anne, relativement récemment, qui a fait polémique parce qu'on a retiré un vernis auquel les gens s'étaient habitués avec le temps. Et on s'est retrouvé avec des couleurs très fortes auxquelles on n'était pas habitué. Alors du coup, est-ce que c'est une intervention trop technique? On a retiré le vernis, ou alors est-ce qu'il y a le côté poétique du vernis que l'on conserve, on aurait dû conserver parce qu'il faisait partie de l'âme du tableau? Donc voilà, la restauration, c'est pas uniquement une question de technique, c'est aussi traiter des matériaux, comme ça a été dit, vivants. Hein. C'est des œuvres qui ont une interaction avec les publics, qui se l'approprient aussi. Donc il y a les époques, il y a les modes, il y a les cultes, vivants ou non. Voilà, donc c'est des objets qui bougent. Et alors donc la dernière question, c'est restauration ou rénovation? Rénovation, c'est remettre à neuf. Restauration, c'est restaurer, c'est reprendre un état passé. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui est souvent confondu. Quand on parle de restauration, on va trouver souvent des rénovations en fait. Ce qui m'amène un petit quiz pour vous faire participer, ça va nous réchauffer. Donc, restauration ou bien rénovation? Est-ce que on a des... Donc là, on est sur de la rénovation. Très bien. C'est le jeu des 1000 €. Hein. Restauration, rénovation? C'est une restauration, c'est un petit piège.
En fait, vous avez un meuble qui a été repeint, mais on restaure l'état passé, on retrouve, là on voit le bois, la qualité du bois qui avait été relooké, mais finalement qui avait perdu beaucoup de sa qualité. Restauration, rénovation. Restauration, c'est pareil, hein, c'est une voiture qui a repris exactement les mêmes couleurs et tout ça. Hein, c'est quelque chose qui est très très courant sur Internet maintenant, quand vous voyez parler de restauration. Donc là, je vous souffle un peu la réponse. On est sur la rénovation. Quelque chose de complètement différent. On a changé le manche, on a changé la couleur, on a même changé la fonction. Mais celle-ci, du coup, restauration ou rénovation? Restauration, voilà. Vous avez tout compris. Bah, vous êtes futur restaurateur. Vous pouvez prendre ma place. Donc là, pareil, on a gardé les mêmes matériaux, on a gardé la patine du temps, on a gardé le manche. Et alors, on retourne sur les polémiques. Restauration ou rénovation? Et bien là, c'est une restauration, c'est pareil. C'est un peu comme la Sainte-Anne. En fait, il y a un vernis qui a disparu. Donc là, c'était un enduit à base de chaux. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est habitué à son absence qu'on préférait la ruine. Il y a aussi le côté très romantique de la ruine. Et bien du coup, ça fait très polémique. Et bon, ça, on peut comprendre, même moi. Donc il faut, il faut savoir jongler avec ça. Alors du coup, restauration ou rénovation? C'est bon, vous pouvez rester. Alors, donc ça me permet d'enchaîner sur la conservation-restauration de Saint-Nicolas. Donc la première étape, quand on arrive en tant que restaurateur sur ce type d'objet, on se pose la question de qu'est-ce que c'est, tout simplement. Hein. Donc là, on se retrouve avec, c'est un Saint-Nicolas parce qu'il y a le titre, mais on peut se retrouver avec des objets, on ne sait pas du tout ce que c'est, donc il va falloir trouver des indices qui permettent de l'identifier. Donc pour tout ce qui est liturgique, vous avez les saints par exemple, il y a tous l'iconographie. Donc ici vous avez la mitre, la crosse, la chape brodée et la croix pectorale, donc on sait que c'est un saint évêque. Mais en plus, il a de sa main droite les 3 doigts qui sont levés. Hein. Donc ça, d'après la légende, on sait que c'est avec ces 3 doigts qu'il aurait ressuscité les 3 petits-enfants qui sont situés à ses pieds et qui ont été placés dans le saloir par le boucher. Et donc, grâce à ce petit indice, donc les 3 doigts et puis les enfants, on sait que c'est un saint Nicolas et pas un simple saint évêque. Ensuite, ce qu'on va faire donc en restauration, on va chercher à analyser en quoi le matériau, en quoi la sculpture est faite, dans quel matériau. En l'occurrence, là, c'est un bois polychrome, donc un bois peint. Il est fait de manière monoxyle, donc ça c'est des indices. Donc il est en un seul tenant, c'est un seul grand tronc. Et les enfants, c'est pareil, c'est un seul bloc, mais séparé, hein, dont le cœur a été partiellement évidé, on peut le voir. Donc ça c'est un truc de sculpteur. Hein, donc là je vous ai entouré aussi le petit triangle, c'est un banc de sculpteur. Donc ça c'est des indices qui nous permettent de retrouver comment a été construite l'œuvre. On se pose aussi la question de quel type de bois il s'agit. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'était du tilleul. Si ça avait été du chêne, c'était pas le même poids, c'est pas du tout les mêmes vulnérabilités. Ça permet aussi d'identifier d'où vient l'œuvre. Les essences de bois étant différentes par région. Donc ça peut aussi nous apprendre, enrichir l'histoire de l'art, savoir comment étaient les mouvements, le commerce aussi dans les œuvres, dans les essences de bois. Donc ça nous apprend énormément de choses finalement. Parce que les œuvres d'art sont aussi des objets qui nous viennent d'il y a très longtemps, qui nous sont transmis, et avec eux tout un bagage de techniques, de savoir-faire. Donc il y a tout ça qui est aussi l'aspect culturel qui est à transmettre. Donc là, ça aussi, je parlais des altérations du bois qui peuvent être identifiées en identifiant un tilleul, on sait qu'il va être un peu plus vulnérable par exemple aux altérations liées au bois, donc les attaques d'insectes. Et là, le fait de savoir qu'il est monoxyle, ça peut expliquer aussi certaines fissurations que vous allez trouver sur l'œuvre. Et le fait, donc là, j'ai représenté par exemple le tronc dans lequel il était. Hein. Donc ça va aussi expliquer un petit peu parfois comment est-ce que le sculpteur a sorti la sculpture, qu'on parle toujours de sortir un volume d'un autre. Hein. Donc comment est-ce qu'on va, dans ce morceau de bois, sortir un Saint-Nicolas. Bon, là, si le bois, par exemple, a une certaine forme, un certain diamètre, on peut sortir une certaine forme ou non. Donc là, il a un certain déhanché, par exemple.
Et ce qu'on va trouver aussi, donc c'est des éléments qui sont rapportés à l'extérieur parce qu'ils dépassent du tronc. Donc là, ça va expliquer pourquoi aussi vous avez des chevilles ou des éléments techniques qui posent problème dans le temps. Donc ici, vous avez les bras qui sont rapportés, la crosse qui a été ajoutée aussi. La crosse, par exemple, n'est pas forcément d'origine, parce qu'on a remarqué aussi que le tenant de la main ne correspond pas au diamètre de la crosse. Il y a des choses stylistiques aussi, le bout est en plâtre, donc ça ne correspond pas trop à l'époque. Donc voilà, c'est autant d'indices en fait qui nous permettent de comprendre les objets. Donc là voilà, là vous avez un exemple au dos, on voit bien l'élément qui dépasse. Vous avez une large fissure qui, avec le temps, le retrait du bois, ça s'ouvre. Donc ça expose de nouveaux problèmes aussi. Les enfants, c'était la même chose. Vous avez un tout petit bout de côté qui est chevillé et qui paraît plus gros parce que du coup il est plus petit, donc il a moins de retrait dimensionnel que le grand bout, et du coup il commence à devenir plus grand en fait. Et si vous voyez de plus près, après vous verrez qu'il dépasse. Et ça c'est des choses qu'on va conserver. Je ne vais pas chercher à retailler le bois pour qu'il soit de nouveau lisse. Ça serait modifié, ça serait de nouveau de la rénovation. Moi je conserve ces traces-là, c'est des traces d'outils, c'est des traces de savoir-faire, et ça fait partie de l'œuvre. En l'occurrence, ici, vous avez un morceau du visage qui est dépassé aussi, qui du coup est plus délicat. Donc, est-ce que je vais le restaurer? Est-ce que je vais aller à quel niveau je vais pousser l'intervention? Est-ce que je vais commencer à refaire le visage Donc voilà. Alors qu'en fait, non, c'est un problème technologique ici. C'est parce que c'est un élément rapporté. Il s'est séparé peut-être aussi pendant la taille. Donc c'est des souvenirs, c'est des traces. Ça fait partie aussi de l'œuvre. Autre point, alors là on a parlé du support, là on va s'intéresser à la surface parce que c'est une œuvre polychrome. Donc il y a des choses qu'on fait qui s'appellent des sondages stratigraphiques ou des fenêtres stratigraphiques. Donc là c'est comme les archéologues, ils vont creuser dans un terrain et trouver des strates de différentes roches. Vous avez les strates géologiques par exemple, ça permet de remonter dans le temps. Et c'est exactement la même chose en fait sur les œuvres. Là, vous avez un Saint-Nicolas qui a été repeint de nombreuses fois, en fait, et les couches précédentes ont été conservées. Et ces couches antérieures, en fait, vont nous apprendre beaucoup. Donc, on va procéder à plein de petits sondages. Donc, on va ouvrir des fenêtres. Donc là, j'ai une photo, par exemple. Donc, c'est une petite fenêtre qui était située près du visage, qui vont permettre de savoir quelles étaient les différentes couleurs de peau qu'il a pu avoir dans le passé. Donc, par exemple, là, c'était sur le bleu en bas. Et on peut s'apercevoir, donc bon, quand on n'est pas habitué, c'est un peu confus. Mais en gros, vous avez un petit escalier. Donc, ça commence sur la gauche. Vous avez la couche la plus récente. Et vous descendez. Et ça se fait au scalpel. Alors, vraiment, c'est très fragile. Il faut imaginer des couches de peinture qui sont très, très anciennes, très fragiles, très cassantes. Et qui qui sont épaisses de quelques microns. Donc là, en fait, plus vous arrivez vers la droite et plus vous remontez dans le temps, jusque le trou le plus en bas à droite, on voit la préparation qui est très épaisse du coup, et ça c'est intéressant. Je suis allé creuser jusqu'au bois pour savoir en fait l'épaisseur aussi de la préparation. Ça permet de savoir aussi différentes choses. On sait par exemple que la taille n'a pas été très fine, donc il a dû aussi appliquer une préparation très, très épaisse pour attraper un petit peu la finesse, et finalement travailler sur une sculpture qui était destinée à être polychrome. Parce que vous avez aussi des sculptures qui, au contraire, sont taillées très très fines, dans des bois très durs, comme le chêne. Donc on a énormément d'exemples en Belgique. Et alors là, vous allez avoir soit pas de préparation, ou alors des préparations très fines, avec juste des accents de couleurs qui sont là pour sublimer un petit peu. Mais donc là, on est sur quelque chose de complètement différent. C'était une œuvre destinée à la base pour être peinte. Donc, ce que va nous apporter chacun de ces petits sondages stratigraphiques, c'est différentes échelles de couleurs qu'on va pouvoir recouper entre elles. Et donc, grâce au miracle de la technologie actuelle, on peut faire des reconstitutions en remontant dans le temps, et on peut retrouver comme ça les différents styles, le dressing de Saint-Nicolas. Donc ça, c'est les secrets. Donc là, la couche la plus ancienne qu'on aurait trouvée, c'était d'ailleurs surprenant parce que c'était un glacis vert
pour la robe, à la place du bleu. Imaginez quelque chose de très flashy. Donc vraiment une couche d'argent recouverte d'un glacis presque vert fluo. C'est quelque chose d'assez surprenant. Donc très 18e aussi. Donc on a quelque chose de très brillant, très doré, très clinquant. Ensuite, on avance dans les âges. On est arrivé sur un Saint-Nicolas qui avait du violet, avec une couche d'argent sur l'intérieur du manteau, qui est plus du tout brillant actuellement. Donc il y a aussi des jeux comme ça avec les volumes qui sont complètement inversés. Donc il faut imaginer vraiment l'évolution d'un Saint-Nicolas au travers des âges. Et donc, prochaine étape, on est arrivé sur le bleu, mais qui était beaucoup plus intense. Donc ça, là, on arrive plutôt sur le 19e. Des couleurs liturgiques beaucoup plus classiques. Et la crosse devrait dater en principe de cette période-là. Ça correspondrait, en tout cas, les dorures correspondent. Et enfin, on arrive à l'état actuel, donc qui a été recouvert ensuite d'un badigeon pour patiner. Puis après, il y a tout l'encrassement qui est conservé, les restaurations qui récupèrent l'encrassement. Enfin, voilà. Donc là, on se retrouve avec, finalement, au bout de 200 ans d'existence, il a 10 couches superposées les unes aux autres, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir aussi. Donc pour revenir aux questions du dressing, des parures de Saint-Nicolas, c'est pas du tout étonnant de voir différentes couleurs aussi. Donc là, on a l'image d'Épinal, on voyait Saint-Nicolas avec du vert, du violet. Donc chez nous, on le connaît aussi violet dans les processions. Là, on a un exemple en Bretagne avec du vert, du bleu, du rouge. Un autre exemple, bon, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais où on avait aussi de nouveau ce violet sur la robe qu'on retrouve. Donc on peut se poser des questions, pourquoi avoir changé de couleur comme ça au fur et à mesure des âges. Donc bon, parfois ça peut être une question de programme architectural. On arrive sur une période où on va remodeler aussi toute l'église. Il y a un peu du relooking, c'est comme actuellement. Bon, sauf qu'il n'y avait pas Ikea. Et donc ça peut correspondre à un changement de style, ou alors un changement de lieu, ou alors c'est tout simplement, c'était défini aussi par rapport à l'habit liturgique, donc les couleurs. Là j'ai un exemple, vous avez les différents chasubles en fonction des saisons pour les évêques. Donc là c'est normal d'avoir des parures qui peuvent être blanches, vertes, violettes ou rouges en fonction des saisons. Donc ça peut s'expliquer aussi comme ça. Donc après ça restera hypothétique parce qu'au final on n'a pas de traces écrites justifiant de pourquoi avoir fait un Saint-Nicolas violet à un moment pour celui-ci. Mais voilà. Donc ensuite, seconde étape, après avoir identifié l'attribution de la sculpture, donc ça permet de comprendre un peu aussi l'objet de manière théorique, on va dire, stylistique. On va passer plus à l'état vraiment technologique. Donc nous, on est restaurateurs, on va s'occuper aussi du matériau. C'est quand même notre principal métier. Donc là, bon, c'est le médecin qui arrive avec son patient, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'il a, qui ne va pas, qu'est-ce qui a provoqué cette maladie, et puis on va prodiguer un soin. Donc là, en l'occurrence, le Saint-Nicolas a été attaqué par des insectes, donc c'était la première préoccupation qui a fait qu'on nous a appelés. C'est la chose la plus urgente, on va dire. Quand vous avez des tas de sciures, ça inquiète, c'est normal, et tant mieux. Ensuite, vous aviez tout un tas de d'autres symptômes donc, qui sont liés à ce qu'on a vu, la construction. Donc là, c'était des assemblages qui commençaient à bouger, des fissures. C'est aussi lié au fait que le bois est plein, donc il va au séchage craqueler parce qu'il n'est pas vidé de son cœur. Donc c'est une altération normale finalement, qui sont liées aux conditions de conservation. Après l'encrassement, c'est la même chose. Les lieux, il y a du courant d'air, on est sur l'extérieur, bon, c'est très courant. La peinture qui s'écaille et qui tombe, c'est aussi lié là encore au retrait du bois, mais aussi au fait que il a été repeint nombre de fois. Donc c'est de plus en plus épais, c'est de moins en moins solide, c'est peinture sur peinture fragile, sur peinture fragile, sur peinture fragile, voilà. Et puis l'usure des dorures, donc après il y a aussi l'humidité qui a fait que la préparation a gonflé, donc vous avez tout un tas d'altérations, et puis il y a l'entretien, il y a
les âges. Donc là, on peut vraiment retourner, il faut vraiment s'imaginer qu'on retourne sur des couches et des couches et des années de maintenance, d'entretien du patrimoine. Nous, on arrive au bout de chaîne, hein, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et parfois, on ne peut pas tout faire non plus. Donc, les conclusions ici, c'est que les couches anciennes, comme on a pu le voir aussi dans les fenêtres, étaient très altérées. Donc ça nous a permis de savoir un petit peu, d'échafauder comment était faite la sculpture grâce à l'outil numérique. Mais c'était pas non plus, l'objectif n'était pas de retourner en arrière. Donc là, c'était pour documenter. Mais le fait de savoir que les couches anciennes étaient en mauvais état, c'est pas la peine de chercher à remonter dans le temps. Vous allez voir, si on grattait les couches, on retrouverait un état complètement lacunaire. Parce qu'il y a aussi une chose que je n'ai pas dit, mais on peut très bien avoir repeint, tout simplement parce que l'œuvre était en mauvais état. Donc ça va de soi, du coup on commence à l'oublier. Donc ici, la conservation de l'état actuel était primordiale, c'est ce qu'on a préféré effectuer. Donc conserver, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là, c'est-à-dire qu'il faut traiter l'œuvre, il faut la stabiliser. Donc là, c'était la partie du traitement. Première étape, c'était l'anoxie. L'anoxie, c'est un terme un peu barbare, mais en gros, vous allez mettre les sculptures, tous les objets à traiter, dans une poche où on retire l'oxygène, et ça va tuer les insectes, donc les adultes, les larves, les œufs, et ça dure jusqu'à 6 semaines. Donc c'est pour vous dire que les insectes, c'est quand même du costaud. Ensuite, on a fait un nettoyage, donc ça c'est les choses qui sont très classiques, hein, on dépoussière, on aspire, on utilise des petites brosses, bon tout le monde a vu Stéphane Bern. Ensuite, les écailles de peinture, elles ont été refixées pour ce qui était, tout ce qui était écailles, donc là on infiltre un adhésif en dessous avec un petit pinceau. Et enfin, enfin je raccourcis, hein, ça prend quand même du temps tout ça. On arrive aux parties plus esthétiques. Donc là, on va faire des comblements, on va reboucher tout ce qui est trou. Donc avec des produits qui sont toujours stables. Nous, on n'utilise que des produits en général, de toute façon, qui ont été testés en laboratoire ou alors dont on a de l'expérience, on connaît l'ancienneté, on a un retour sur l'expérience qui nous dit aussi que ce sont des produits stables. Et on connaît aussi la composition chimique. Donc on maîtrise aussi ces questions-là. Donc on arrive aux retouches. Donc là, la retouche était finalement assez légère. L'objectif, c'était essentiellement de travailler sur la réintégration des comblements, qui étaient donc très blancs, et puis d'atténuer un peu toutes les altérations, donc tout ce qui était lacunes qui laissait voir la préparation ancienne. Donc c'était des taches blanches sur le bleu, des taches blanches sur le rouge, qui sont très apparentes. Donc avec une simple retouche, vous pouvez atténuer ces choses-là, les mettre en arrière-plan, et puis apprécier de nouveau les volumes. Et donc là, c'est un petit exemple de avant-après, hein, c'est très léger au final, hein, donc avant tous les traitements et après tous les traitements. Donc on retrouve quand même la clarté, les contrastes, la richesse des couleurs, et finalement c'est avec des petites choses qu'on arrive à faire des grands résultats déjà. Hein. Et donc voilà. Là vous avez tout le déroulé. Merci à vous. Merci, monsieur Steb. Je vous propose une parenthèse musicale avec Sylvain Lauvergnat, organiste titulaire de l'Orgue de la Basilique, qui nous propose Toccata de Jean-Sébastien Bach en ré mineur, chorale 147 de Jean-Sébastien Bach et enfin Veni Creator de Nicolas de Grigny.
Merci Sylvain Lauvergnat. Encore des applaudissements pour Sylvain Lauvergnat ainsi que Madame Marie Glock et ainsi que Olivier Stem. Merci. Nous allons passer à la dernière étape, enfin, avec un échange. Si vous avez des questions sur les présentations donc, de ce soir, n'hésitez pas. Nous sommes à votre écoute, ainsi que les intervenants. Est-ce qu'on a une idée de la provenance de cette statue et est-ce que vous connaissez la date de son arrivée dans la basilique? Parce que je crois que dans les guides un peu anciens de la fin du 19e, elle n'est pas mentionnée. Oui, alors effectivement, je crois que Badel ne la mentionne pas notamment. Et moi, je suis désolée, aucune idée de sa provenance. Donc, est-ce que c'est un don d'une paroissienne? C'est ce qui arrive assez souvent. À la cathédrale de Nancy, on a eu comme ça 2 dons de sculptures fin 19e, début 20e, et ça continue d'ailleurs. Donc c'est tout à fait ça. Il faudrait éventuellement aller éplucher les registres, les archives de la commune. Si le don a été fait à la commune, bien sûr. S'il a été fait à la paroisse, ça ne sera pas dans les archives communales, pour le savoir, mais je ne le sais pas. Il y a d'autres questions, Monsieur Tavenot. Oui, on sait que le personnage de Saint Nicolas, qui vivait au IIIe siècle, n'avait pas une tenue d'évêque comme celle-là. Est-ce que les tenues des statues contribuent à pouvoir préciser leur datation, la datation de leur création? Parce que je crois que les artistes qui réalisent des statues les habillent avec les vêtements de l'époque. C'est ce que j'ai voulu développer un petit peu avant. Donc, quand on cherche les attributions de l'iconographie, ça peut être des renseignements stylistiques, effectivement, de trouver des... vous avez des dictionnaires, finalement, aussi, de costumes d'époque. Donc, quand vous trouvez, surtout au niveau de la taille, quand j'abordais la question, justement, du fait qu'est-ce qu'il est taillé pour être polychrome ou pas. Si vous avez quelque chose de taillé dans un vêtement liturgique, qui ne peut pas être faussé non plus par la suite, vous avez une attribution qui est quand même assez... vous avez un marqueur temporel assez important et stylistique aussi. Donc ça l'ancre dans son époque. Tandis que vous pouvez très bien voir après des sculptures qui sont transformées ou alors repris, remaniées. Et alors du coup on commence à avoir des problèmes d'attribution parce que du coup ça se disperse ou c'est plus très cohérent. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est une question qui est très intéressante, mais qui peut être un piège. Là, en l'occurrence, c'est assez... j'espère que monsieur le recteur ne me contredira pas, mais s'il veut me contredire, il peut. On a un costume d'évêque qui est assez représentatif, je pense, de la vêture des évêques du XVIIIe siècle, et notamment au niveau de l'étole, cette terminaison comme ça, assez large, est assez caractéristique, puisqu'après, à partir du XIXe siècle, on aura des choses qui seront de plus en plus fines. De la même façon, la représentation des dentelles ici montre bien une façon qui perdurera au 19e, mais qu'on n'aura plus. Et puis la chape aussi, avec ses orfrois dorés, correspond également à des vêtements du 18e. Mais il faut se méfier avec ces représentations des vêtements parce que, par exemple, si on regarde la peinture, ce qu'on appelle la peinture troubadour du début du 19e siècle, qui est une peinture, et même déjà dès la fin du 18e siècle, où les peintres vont chercher à reproduire l'histoire de France, mais ils vont leur donner des costumes qui ne seront plus les costumes de l'époque du 19e siècle, mais des costumes, entre guillemets, archéologiques, qui sont complètement fantaisistes. Donc le costume ne reflètera pas du tout l'année de création, l'époque de création de l'artiste. Quand vous voyez une sculpture de Jeanne d'Arc, qui a été créée en général à partir des années 1850 et surtout à partir de la fin du 19e et du 20e siècle, eh bien on la représente souvent en habit médiéval. Or, pour autant, les artistes sont des artistes qui ne sont pas médiévaux du tout. Et les costumes sont parfois très fantaisistes. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'arrive. Christian. C'est-à-dire, voilà, parce que bon, les costumes sont jamais pareils et puis ça change tout le temps. Oui, tout à fait. Parce que, bon, voilà, parce que quand on dit un évêque n'a pas le même
c'est-à-dire quand il a l'aube vert, c'est l'avant, et quand il a l'aube violet, c'est... Non, quand il a l'aube violet, c'est l'avant, et quand il a l'aube vert, c'est l'ordinaire. Oui, oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on avait précisé dans votre présentation. Voilà. Oui, oui. Non, c'est aussi, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a la partie vraiment histoire de l'art. Donc il ne faut pas toujours regarder aussi dans une seule direction, hein. C'est aussi l'intérêt de recouper les différentes spécialités et de ne pas s'arrêter uniquement à l'aspect stylistique, mais on va recouper donc les informations technologiques aussi qu'on peut trouver sur les couches. Il y a la provenance des peintures. Par exemple, il y a quelque chose d'intéressant en restauration qu'on peut souvent utiliser aussi, hein. Il y a simplement le fait d'avoir un type de pigment à une époque. C'est aussi un marqueur technologique. Il y a plein d'époques où vous avez une palette qui est finalement très réduite, hein. Vous remontez dans les temps anciens, c'était énormément de terre. Si vous avez après des pigments un peu un rouge de nappe ou des choses comme ça, quelque chose de très ou encore plus particulier, des lapis lazuli ou des choses comme ça, donc les bleus très très anciens. Là, ça nous permet de voir vraiment les époques, parce que vous avez aussi l'aspect technologique des peintures. Et ça, on peut le recouper après au style et voir aussi est-ce que c'est... parce qu'en fait, la question derrière ça, c'est est-ce que c'est des faux. Et donc déterminer qu'est-ce qui est un faux de ce qui ne l'est pas, ça demande aussi un regard scientifique. Donc maintenant, c'est de plus en plus poussé aussi. On a les techniques de datation, les techniques élémentaires aussi pour savoir précisément la composition de chaque pigment, de chaque peinture. Donc on peut aller très loin en fait, hein. Mais en tout cas, on ne s'arrête pas uniquement à l'aspect stylistique. Quelque chose ou c'est bon? Il y a d'autres questions? Oui. C'est pas une question, c'est juste personnel. Olivier a travaillé pour moi et pour mon mari avec un beau Saint-Nicolas ou voire évêque que nous avons à la maison et c'est très réussi. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Voilà. Merci. C'était la page de publicité de la soirée. La petite page de pub. Si je peux me permettre, je suis très ravie que vous ayez apprécié cette intervention. Et ce qui diffère, souvent, nous, quand on arrive dans des édifices et qu'on dit bon, on va faire venir un restaurateur pour arrêter la dégradation de l'œuvre, et alors les gens disent ah oui, c'est des artistes. Alors je dis non, ce ne sont pas des artistes. Vous n'êtes pas un artiste, cher Olivier. Je suis désolée. Vous êtes un scientifique. Et voilà, c'est toute la différence entre quelqu'un qui suit son envie, son génie, et l'intervention des conservateurs-restaurateurs qui, eux, sont le plus respectueux de l'œuvre et de son histoire et veillent aussi, et ça tu l'as très bien dit, à la possible réversibilité de leurs interventions. Parce que, par exemple, on utilise des matériaux dont il faut qu'on soit certain qu'ils ne vont pas, d'ici peut-être 10, 20 ans, contribuer à la dégradation de l'œuvre. Il y a certains matériaux qui vieillissent très mal et qui se rétractent ou qui au contraire explosent et donc contribueraient à dégrader. Donc il y a vraiment des analyses chimiques et physico-chimiques qui sont faites pour éviter ce genre de choses. Et justement, j'en profite pour ajouter, c'est quand même une politique très claire au niveau de la ville depuis plusieurs décennies, de la ville de Saint-Nicolas-de-Port, d'avoir un souci au niveau de la restauration donc, des pièces donc, de la basilique. Et on l'a jugé utile justement, c'est l'occasion de montrer un petit peu le travail qui peut être fait, qui est souvent un travail de l'ombre, quoi. Bon, ben voilà, il y a une restauration qui est faite et tout, mais il y a quand même tout un travail et c'est pour ça qu'on a présenté cette conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Non. Alors moi j'en profite pour faire un petit rappel donc, des festivités de la Saint-Nicolas donc auront lieu ce samedi avec un village de la Saint-Nicolas à partir de 14h et à 16h30 le défilé donc, traditionnel des chars et groupes musicaux. Il sera suivi donc de l'allocution de Saint-Nicolas avec la remise des clés de la ville et un son de spectacle lumière sur le thème de la légende de Saint-Nicolas. Des animations donc, seront proposées dans toute la ville et sera également proposée à 20h30 la 775e procession ancestrale au flambeau. En précisant que le port du masque donc, sera obligatoire. Des affiches donc, des festivités sont à votre disposition à la sortie. Je vous informe également qu'il y aura une partie donc, de la procession qui sera retransmise sur la page officielle Facebook de la ville.
Je tenais à remercier également donc Laura Mello, Alain Burguin, Marilyn Ralison, Anne-Laure Dispo, directrice des services généraux, mais également Gérard Bassinger, Jean-Luc Pierron, Jean-Pierre Bruzon, Sylvain Lauvergnat à l'orgue, les sociétés Buldeo pour les autorisations des droits d'auteur et Integra Live pour le son et les lumières donc, de cette soirée. L'intégralité de la conférence donc, sera rediffusée sur la page YouTube donc, de la ville. On attend un peu le montage avant. Une dernière chose, nous allons passer entre vous en vous présentant un petit panier. Ne cherchez pas de monnaie ou de billets, mais tout simplement acceptez un petit Saint-Nicolas en chocolat qui restera un souvenir gourmand de cette soirée. Merci à toutes et à tous et surtout, bonne Saint-Nicolas!